Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Love René, concepteur développeur informatique, développeur web, chef de projet en management digital, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, nous allons voir en deux la répartition des revenus. Et grand A, les trois sources de revenus: salaire, profit et rente. Le produit du travail n'appartient pas toujours tout entier à l'ouvrier. Le plus souvent, il doit partager avec le propriétaire du capital qui le fait travailler et qui reçoit un profit, et parfois avec le propriétaire du sol qui reçoit une rente. Seul le travail donne la valeur aux marchandises. Mais de celles-ci naissent trois revenus: le salaire, le profit et la rente. Le prix de toutes les marchandises qui composent le produit annuel, à savoir production totale du pays, se distribue entre les différents habitants en fonction de ces trois revenus. Salaire, profit, rente sont les trois sources primitives de tout revenu, aussi bien que de toute valeur échangeable. Tout autre revenu dérive en dernière analyse de l'une ou l'autre de ces trois sources. Le salaire permet la subsistance des travailleurs et leurs familles. Les ouvriers désirent gagner le plus possible. Les maîtres donner le moins qu'ils peuvent. Les premiers sont disposés à se concerter pour élever les salaires, les seconds pour les baisser. Mais le rapport de force est inégal et les maîtres ont presque toujours l'avantage dans les luttes. Il existe toutefois un niveau de salaire au-dessous duquel il est impossible de descendre. C'est le salaire de subsistance. Il faut, de toute nécessité, qu'un homme vive de son travail et que son salaire suffise au moins à sa subsistance. Il faut même quelque chose de plus dans la plupart des circonstances. Autrement, il serait impossible aux travailleurs d'élever une famille, et alors la race de ces ouvriers ne pourrait durer au-delà de la première génération. Dans la réalité, le salaire est généralement supérieur au salaire de subsistance, et en cela pour plusieurs raisons. Lorsque la croissance économique est forte, c'est-à-dire il s'agit bien de la croissance et non du degré de richesse d'un pays, le besoin de main-d'œuvre augmente et la rareté des bras fait augmenter les salaires. En outre, le salaire de subsistance permet de faire survivre le salarié dans le pire des cas. L'hiver, quand les prix sont élevés et dans une région où le travail est bon marché.
dans toutes les autres situations, le salaire assure un pouvoir d'achat supérieur au minimum vital. Certains maîtres prennent conscience que des salaires plus élevés peuvent rendre le travail plus productif. Une subsistance abondante augmente la force physique de l'ouvrier et la douce espérance d'améliorer sa condition et de finir peut-être ses jours dans le repas et dans l'aisance l'excite à tirer de ses forces tout le parti possible. Aussi verrons-nous toujours les ouvriers plus actifs, plus diligents, plus expéditifs, où les salaires sont élevés. Adam Smith exhorte alors les maîtres à plus d'humanité dans leur relation avec les salariés. Eux-mêmes y ont à gagner. Le profit est le revenu du capital. Quand les capitaux de beaucoup de commerçants sont versés dans un même genre de commerce, leur concurrence mutuelle tend naturellement à en faire baisser les profits. Et quand les capitaux se sont pareillement grossis dans tous les différents commerces établis de la société, la même concurrence doit produire le même effet sur tout. Plus une société se développe, plus le profit, au sens des taux de profit, est faible. La concurrence des capitalistes fait hausser les salaires du travail et fait baisser les profits. Selon Adam Smith, le profit est la raison principale de la cherté des produits. Nos marchands et nos maîtres manufacturiers se plaignent beaucoup de mauvais effets des hausses de salaire, en ce que l'élévation des salaires renchérit leurs marchandises et par là on diminue le débit, tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Ils ne parlent pas de mauvais effets des hauts profits. Ils gardent le silence sur les conséquences fâcheuses de leurs propres gains. Ils ne se plaignent que de celles du gain des autres. L'intérêt rémunère des fonds qui sont, pour la plupart du temps, utilisés dans l'objectif de faire du profit. Le taux d'intérêt n'est pas déterminé par la quantité de monnaie en circulation ou par la valeur de l'argent, mais il résulte du taux de profit. Il ne peut jamais le dépasser. Lorsque le taux de profit est élevé, de nombreux capitalistes empruntent et le taux d'intérêt augmente. Si le taux de profit est faible, les emprunteurs seront rares et donc le taux d'intérêt diminue. La rente est le revenu du propriétaire foncier. Adam Smith considère que le propriétaire foncier est dans un rapport de force favorable avec le fermier. Il va alors être en mesure d'exiger la rente la plus élevée pour l'usage du sol. La rente est naturellement un prix de monopole. Elle est le prix le plus élevé que le fermier est en état de payer. Plus le prix de la marchandise est élevé, plus le propriétaire exigera une rente élevée. La rente résulte donc du prix. Le taux élevé ou bas des salaires et des profits est la cause
du prix élevé ou bas des marchandises. Le taux élevé ou bas des rentes est l'effet du prix. Le développement économique et tous les progrès qu'ils proviennent des terres ou de l'augmentation de la force productive du travail ont tendance d'une manière indirecte à faire augmenter la rente des terres. L'intérêt du rentier comme celui du salarié qui voit sa rémunération augmenter quand la richesse nationale s'accroît est donc inséparablement lié à l'intérêt général de la société. Au contraire, l'intérêt des commerçants et maîtres manufacturiers s'oppose à l'intérêt de la société. Ainsi, j'en ai terminé. Prochainement, nous verrons en B le revenu de la nation. Je vous en remercie.